En mars dernier, sur France Culture, l'économiste Thomas Porcher nous rappelait que la vérité en économie, c'est pas si évident que ça. Mais surtout, il nous rappelait qu'il n'y en a pas. Parce que oui, comme nous allons le voir dans l'épisode d'aujourd'hui, la vérité en économie, ça n'existe pas vraiment. Et ce que certains politiques nous font passer comme des vérités évidentes ne le sont pas. Bref, bienvenue dans ce nouveau numéro des principes fondamentaux de notre économie. Le salaire des politiques économiques est croissant. Les coûts de production, Produit intérieur brut, le développement, trop d'endettement, trop de déficit, trop de dépenses. Fiscalité au travail, suppression de l'ISF. flexibilité, C'est de la poudre de perlimpin. L'économie est une science dite humaine, à l'instar de la sociologie ou de l'histoire. Elle se différencie des sciences dures comme la physique ou la chimie. En physique, on fait des hypothèses, on observe ce qui se passe grâce à des expériences et on en tire des résultats. En économie, on fait des hypothèses, on construit une théorie, on observe ce qu'il se passe sur une population ou bien ce qu'il s'est passé et on en tire des résultats. La différence ? Le contexte, le moment et la population. En physique, il n'y a pas de contexte. La pomme de Newton tombera toujours, que ce soit maintenant, dans 300 ans ou il y a 300 ans. En économie, c'est plus compliqué. On a longtemps fait des théories sans vraiment les vérifier. En même temps, il manquait un peu les outils statistiques pour le faire. Et pour vous montrer que le concept même de vérité en économie est relatif, on va mettre des économistes dans un octogone. À ma gauche, l'école classique. Adam Smith, David Ricardo et Jean-Baptiste C. À ma droite, l'école keynésienne avec Keynes. Alors attention, je vais prendre de très gros raccourcis. Déjà parce que je fais ce que je veux, mais surtout parce que si je parle des théories de chacun dans leur globalité, on est là jusqu'à demain matin. Smith nous dit que sur un marché, tout se fait tout seul grâce à une main invisible. Ricardo nous dit que l'État ne doit surtout pas s'endetter pour soutenir l'économie. Jean-Baptiste C nous dit que la monnaie, c'est bien beau, mais ça sert juste à faciliter les échanges. Keynes, dans tout ça, il nous dit tout le contraire. Keynes nous dit que l'État doit intervenir sur le marché pour régler les problèmes que le marché se crée lui-même. Il nous dit que l'État doit soutenir l'économie en période de crise. Et surtout, il nous dit que la monnaie a un rôle primordial dans les échanges. Bref, ils sont pas du tout d'accord et on aura le temps de reparler de différents courants dans de prochains épisodes. Depuis 1936 et la publication de la théorie générale de Keynes, ces deux courants ne font que s'affronter, en se renvoyant la balle sur les défauts de chacun. Et vous savez quoi ? C'est grâce à ça et à cette compétition que la théorie économique avance et fait de nouvelles découvertes. Ça, c'est le bon côté. Parce que le mauvais côté, c'est qu'en économie, on parle d'orthodoxie et d'hétérodoxie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les orthodoxes sont ceux qui ont la vision dominante de leur époque. Les hétérodoxes sont ceux qui ont la vision dominée de leur époque. Et voilà pourquoi il n'y a pas de vérité en économie. Le dominant change. Dans les années 30, Keynes a tout de suite répondu et donné des solutions à la crise de l'année 29. Et ça a continué jusqu'en les années 70-80, l'État français en étant un bon exemple avec la création de la sécurité sociale à la sortie de la Seconde Guerre mondiale et la création de grandes entreprises publiques pendant les 30 Glorieuses comme EDF. Mais en réponse au choc pétrolier, le keynésianisme était un peu largué et le néoclassicisme est venu prendre la place de théories dominantes. Le néoclassicisme, c'est la version classique 2.0 qui corrige les bugs et les incohérences de la théorie. Aujourd'hui, on parle de néoclassicisme libéral comme courant dominant. C'est à cause de ça que Lehman Brothers n'a pas été sauvé pendant la crise de 2007. C'est aussi, entre autres, à cause de ça que différents services publics ferment en France. C'est aussi à cause de ça que nos médicaments sont de moins en moins remboursés. Bref, que l'on doit se débrouiller de plus en plus par nous-mêmes. On peut être d'accord avec ça ou non, c'est pas la question ici. Mais le fait qu'il y ait un matraquage politique et médiatique sur le fait que ce soit la seule chose bonne à faire n'est pas normal. Thomas Porcher nous dit sur France Culture « J'en ai assez des soi-disant vérités économiques qui empêchent tout débat sur les politiques économiques à appliquer en France. » Et il a pas tort. Peut-être que l'on pourrait régler le problème des déserts médicaux en investissant massivement dans la santé, au travers de primes d'installation élevées, ou encore on pourrait sortir du nucléaire plus rapidement avec une intervention de l'État sur le secteur de l'énergie. Mais non, on ne le fait pas parce que le néoclassicisme ne le préconise pas. Il va falloir du temps et des personnes très déterminées avant de voir ce genre de mesures émerger. Aux dernières élections présidentielles, seul Jean-Luc Mélenchon proposait un programme de type néo-keynésien. Les autres candidats, comprenant le candidat élu, proposaient alors des coupes budgétaires dans les services publics et des petites réformes structurelles qui changeaient pas vraiment la donne. Pour résumer, il n'y a pas de vérité réelle en économie, car tous les résultats font face à un contexte. Deux courants s'affrontent pour être le dominant, et celui qui est le dominant de nos jours est considéré comme la seule alternative, alors qu'il ne l'est pas vraiment. Bref,
Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro des principes fondamentaux, merci à ceux qui s'abonnent, à ceux qui partagent sur les réseaux sociaux, à ceux qui laissent un like sur la vidéo. Merci aussi à ceux qui vont revenir la prochaine fois et ceux qui sont revenus aujourd'hui. Sur ce, j'ai pas d'enfant encore. Faut vraiment que je trouve ça...